Le point. Elisabeth Badinter reçoit le point. Posez-moi n'importe quelle question. Comment élever 16 enfants tout en régnant sur un empire ? En travaillant un peu sur ses rapports avec ses enfants, j'ai été frappée de la modernité de Marie-Thérèse par rapport non pas à nous d'abord, mais par rapport à ses pairs, P-A-I-R-E-S. Elle a anticipé une nouvelle maternité, on fait attention à chaque enfant, on pleure la mort des enfants, on s'interroge aussi sur sa propre maternité. La question qui hante Marie-Thérèse, comme nombre de femmes aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est: est-ce que je suis une bonne mère ? Ai-je été une bonne mère ? Et c'est ce sentiment, si vous voulez, de sa conscience, de sa responsabilité en tant que mère sur ses enfants, peut-être aussi, ça je ne peux pas l'affirmer à coup sûr, la prise de conscience de ses erreurs, qui font de cette femme l'incarnation d'une maternité qui va durer, disons, de elle jusqu'au début du XXe siècle, quand peu à peu s'impose aussi la psychanalyse. Ça, je ne l'avais jamais vu chez une femme de cet ordre au XVIIIe. C'est une femme qui a des responsabilités immenses, parce que l'Autriche, à l'époque, c'est le plus grand empire avec la Russie d'Europe. C'est une femme qui, vous l'avez bien montré, n'a pas eu la part facile parce qu'elle était femme, justement comme femme de pouvoir. Et vous montrez aussi que même avant les 1000 de Jean-Jacques Rousseau, elle s'intéresse à ses enfants. Pour elle, la maladie des enfants, ça prend une place considérable dans sa vie. Et Dieu sait s'il y en a eu des maladies à cette époque qu'ils ont attrapées. Elle donne ses instructions aux gouvernantes, aux nounous, en disant: au moindre incident, fût-ce la nuit, vous venez me chercher. Si c'est pas de la maternité, ça... Elle incarne cette mère bourgeoise qui n'est pas forcément tendre, mais qui a vraiment à cœur d'élever au mieux ses enfants. Je ne veux pas du tout dire que nous sommes les mêmes mères qu'elle et qu'on fait pareil. Mais qui ne fait pas des fautes ? Qui ne commet pas des erreurs qui ont un poids formidable sur l'enfant toute sa vie ? Qui ? Mais faut-il encore se poser la question ? Les autres, quand on voit, vous comprenez, la reine de Naples qui va à la chasse avec son mari pendant que l'enfant est en train de mourir... Je veux dire, mais c'était normal, voilà, c'était comme ça compte pas. Un siècle avant, on est quand même, nous ne l'oublions pas, dans l'état d'esprit de Montaigne, qui disait: oh, en nourrice, j'ai bien perdu 2 ou 3 enfants, non sans regret, mais sans fâcherie. On en était encore là. Et donc, ça me semble être une véritable rupture, justement, avec ce type de maternité. Type de maternité, quand même, il faut préciser ceci, dans la haute aristocratie, et encore plus, si vous voulez, chez les souveraines. Ce que vous racontez aussi dans ce livre, en fait, c'est la vie de ces femmes de la très très haute aristocratie, qui en fait est une vie qui peut souvent être abominable. 16 grossesses, et je ne vous parle pas des fausses couches, 16 grossesses, comment on peut en ressortir avec le corps qu'on avait avant ? Enfin, c'est pas possible. C'est que au 10e enfant, elle avait dit: je n'en peux plus. Elle écrit à son amie de Saxe, elle dit: je n'en peux plus, j'espère que c'est le dernier. Et pour Marie-Thérèse, l'accouchement est une horreur. L'accouchement est synonyme de mort possible. Comme pour d'ailleurs toutes les autres femmes. La mortalité en couche est incroyable. Donc pour elle, c'était vraiment une épreuve terrible. Donc ce sont des épreuves dont nous ignorons tout aujourd'hui.
Ça veut dire aussi que elle a plus signifié ses sentiments à l'égard de ses enfants quand ils ont grandi. À l'époque, on n'allait pas. À l'époque, ce sont les nounous qui s'occupent des petits-enfants. Et elle intervient dans la vie de ses enfants à partir de 4-5 ans, quand elle peut les emmener avec elle et qu'elle qu'elle les voit beaucoup plus souvent que quand ils sont dans les langes, quoi. C'est à ce moment-là qu'elle devient mère. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on voit, par les lettres qu'elle écrit, où c'est très clairement dit, est-ce que je fais bien avec un tel? Est-ce que je me trompe pas? J'exige peut-être trop de mes enfants, notamment de mes fils. Elle se pose des questions qu'on ne se posait pas du tout à l'époque. Pas du tout. Elle a 16 enfants, dont beaucoup de filles. Est-ce qu'elle a eu, envers ses filles, un comportement de femme respectueuse d'une vie de femme? Ou est-ce que ses filles étaient là pour lui permettre de faire des alliances diplomatiques voilà. Est-ce qu'elle était féministe avec ses filles? Non, elle n'était pas du tout féministe. Pas du tout, du tout. Elle était très conventionnelle. Elle n'est pas seulement mère, elle est impératrice. Donc, ses filles, en particulier, lui servent, si vous voulez, à consolider des alliances. Voilà. Et elle considère que c'est parfaitement normal. Ah non, elle n'est pas féministe du tout. Et d'ailleurs, on est surpris de trouver dans sa bouche certains propos stupéfiants du genre « N'oubliez pas, mes filles, que vous êtes faites pour obéir à votre mari. » Les femmes sont faites pour obéir. Non, mais et je me suis dit, mais quand même, la femme la plus puissante à laquelle tout le monde obéit, n'a pas eu... Ça n'a pas du tout, changé ou l'amener à réfléchir sur la condition des femmes. Alors là, pas du tout. Les filles servaient vraiment de renforcement comme ça pour les alliances de l'Autriche. Au moment de marier une de ses filles, elle dit « J'ose même pas regarder ma fille. Je n'ose plus regarder ma fille. Parce que ça va être épouvantable. » Et toute la cour sait que ça va être épouvantable. Mais c'est comme ça et il faut qu'elle se tienne convenablement et qu'elle reste avec ce mari. Elle était très consciente qu'elle envoyait sa fille vers une vie épouvantable. C'est le réflexe maternel. C'est pas et l'impératrice dit non et non, et il faut le faire. C'est une alliance nécessaire avec l'Italie et les Bourbons, il faut le faire. Je ne dis pas qu'elle est totalement moderne par rapport à nous, mais il y a des éléments de ces réactions qui nous ressemblent beaucoup, qui sont toujours, et dont j'ai fini par penser que c'était propre à la mère. C'est-à-dire que, quelle que soit l'époque depuis ce temps-là, donc depuis le XVIIIe, ce qui n'est pas le cas avant, il y a chez les femmes, et encore plus aujourd'hui, après l'apparition de la psychanalyse, il y a c'est quelque chose qui hante ces femmes, de se dire est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait. Et je pense qu'elle révélera quelque chose que nombre de mères aujourd'hui veulent se cacher aussi. Alors, ce n'est pas aussi spectaculaire comme Injustice, mais il y a quelque chose là, il y a un fil qui unit toutes les mères depuis 2 siècles. C'est une question qui, du fait justement du développement de la psychanalyse, est devenue inhérente et d'une certaine manière banale. C'est-à-dire est-ce qu'on peut dire que la femme du XXIe siècle est finalement peut-être pas une femme coupable, mais une femme inquiète? Oui, je dirais ça. Inquiète de ne pas donner à ses enfants ce qu'ils devraient, dans l'idéal, recevoir. Ou des négligences, Mais oui, j'aime bien ce mot « inquiète ». On n'est pas inquiet du 24 heures sur 24, mais bon, l'éducation aujourd'hui me semble
encore plus difficile à réussir étant donné les exigences posées par la psychanalyse. Et évidemment, si on se place du point de vue de l'éducation des enfants, on a renversé la donne. Quand je dis au début du livre que jusqu'à le milieu du 18e, il faut redresser l'enfant. Il est porteur du péché original. Aujourd'hui, c'est les enfants qui redressent les parents, vous voyez. C'est autre chose. Est-ce que cette maternité ou cette manière d'aimer de Marie-Thérèse, au-delà de l'époque, vous amène à des réflexions? Je prends ma part de tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ceci... Et je pense qu'il faut déconstruire aussi cette maternité. Elle n'est pas obligatoire, elle ne convient pas à toutes. On peut faire des choix différents et c'est légitime. Voilà. Toutes les femmes ne sont pas faites pour être mères. Et moi, je comprends les child free. Je le dis avec d'autant plus d'honnêteté que de mon temps, quand je me suis mariée, dans ma tête, je ne me suis jamais posé la question. Est-ce que tu veux vraiment avoir des enfants ? Ça n'existait pas. Est-ce que tu seras une bonne mère ? Ça n'existait pas non plus. Est-ce que vraiment il faut que je fasse un enfant ? Je veux dire, c'est une question qu'on peut peut-être se poser aujourd'hui, qu'on ne se posait pas du tout il y a 50 ans, même plus. Donc il y a une grosse évolution en 50 ans. Et il faut la continuer. Un podcast réalisé par Catherine Gauliot et Mégane Kieki.